Donc, Éric Fassin est sociologue au département de sciences politiques de l'Université de Paris 8. Il est au départ agrégé d'anglais et américaniste. Il appartient à un laboratoire qui s'appelle le LEGS, Laboratoire d'études de genre et de sexualité. Après un long passage à l'EHESS, où il a co-animé avec son frère le sociologue Didier Fassin un séminaire intitulé « De la question sociale à la question raciale », il arrive donc à Paris 8 il y a quelques années. Éric Fassin a publié de très nombreux ouvrages, seul, en direction, en codirection, des entretiens également. Alors je vais les citer. Au-delà du Pax, l'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, liberté, égalité, sexualité, actualité politique des questions sexuelles, l'inversion de la question homosexuelle, de la question sociale à la question raciale, représenter la société française, discrimination, pratique, savoir, politique, le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique, homme, femme, quelle différence, la théorie du genre en débat, démocratie précaire, chronique de la déraison d'État, Rome et riverains, une politique municipale de la race, gauche, l'avenir d'une désillusion, et le dernier, populisme, le grand ressentiment. Le populisme sera justement donc le thème de notre futur cycle à partir de la rentrée, cycle de la SFR Confluence. Éric Fassin est un intellectuel engagé dans différents champs de la recherche en SHS et pas les plus calmes. Il va nous en donner un exemple pour commencer tout à l'heure. Donc, question de genre, LGBT et de race. Il est connu parce qu'il est souvent invité dans les médias, il publie des tribunes, il signe, il initie des pétitions, il soutient des causes portées par des associations, il réagit à l'actualité du Pax, de la parité, du mariage pour tous, la xénophobie, le racisme, les violences policières, les émeutes dans les banlieues, et j'en oublie sans doute. Et je trouve que c'est une voix salutaire dans le débat public, ce qui lui vaut, par exemple, de figurer dans le dictionnaire des féministes comme un des rares hommes contemporains en France impliqués dans ce combat. Mais le sujet du jour, c'est la race, avec ou sans guillemets. L'idée est d'affronter la complexité de certaines notions, c'est le sens de ce cycle, ou d'en clarifier l'histoire et les usages actuels. Alors, ce sujet du jour sur la race justifie l'hommage que je voudrais rendre à la sociologue féministe Colette Guillemin, décédée le 10 mai dernier. Je profite de ce petit temps de parole qui m'est donné pour parler d'elle, parce qu'elle est trop peu connue. Elle était assez discrète, elle appartenait à une autre génération, elle est née en 1934. Elle avait soutenu une thèse de sociologie en 1969 et consacré ses recherches d'abord au racisme comme idéologie. Elle publie en 1972 son maître livre « L'idéologie raciste ». C'est l'année de la loi antiraciste, et pourtant la réception du livre est très modeste. Il est sans doute alors trop tôt en France pour que s'ouvre un nouveau champ de recherche que l'on pourrait appeler rapports sociaux de race. Sur ce retard français, ce malaise des Français avec la mémoire du nazisme, de Vichy, le passé colonial, l'immigration, Éric Fassin pourra nous donner des éléments d'explication. Pourquoi ce déni et comment affecte-t-il et modèle-t-il le champ de recherche sur la race hier et aujourd'hui ? Colette Guillemin est donc, dans les années 70, une pionnière dans un paysage intellectuel où l'on pourrait citer Albert Memmi, Aimé Césaire, Frantz Fanon, James Baldwin ou encore Léon Poliakov. Elle se distingue avec une approche sociologique neuve et radicale. La race, pour elle, est une relation. Et elle invite dès lors à repenser le racisme, communément pensé comme une réaction agressive à une différence, ou pour la gauche comme le produit du capitalisme, le reflet des rapports de classe. La différence n'est pas un point de départ, explique-t-elle, elle est une justification a posteriori. C'est ce qu'on peut appeler la racisation.
Colette Guillaumin parvient à penser en même temps la question raciale et le racisme comme des faits sociaux et historiques, et elle insiste sur l'importance capitale du XIXe siècle européen qui fournit un socle intellectuel biologisant. Elle s'engage ensuite dans le féminisme matérialiste radical dans les années 70. Elle participe par exemple au comité de rédaction de questions féministes. Elle continue à théoriser l'idéologie naturaliste qui habille la domination masculine et propose alors le concept de sexage, la réduction d'une personne à son sexe. On peut la lire dans le recueil d'articles Sexe, race et pratique du pouvoir et idées de nature, paru en 1992. Et on notera chez elle ce fait rare que l'on retrouve aussi chez la germaniste Rita Thalmann, qui publiait une revue appelée Sexe et race, qu'il y a une démarche intellectuelle qui donne des outils pour penser à la fois la race et le sexe, le racisme et le sexisme, perçus comme des rapports de pouvoir qui façonnent et constituent des groupes sociaux altérisés. Il est notable aussi chez Colette Guillaumin de voir comment elle exploite des matériaux extrêmement divers, des faits idéologiques, discursifs, mais aussi des pratiques, ce qu'on appelle assez bêtement des faits divers, auxquels elle donne un éclairage à l'époque, dans les années 70, vraiment très original. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à lire ou à relire l'œuvre de cette pionnière. Et je pense qu'Éric Fassin est d'une certaine manière héritier de cette pensée de Colette Guillaumin, dans la mesure où il rapproche lui aussi les questions sexuelles et raciales qu'il étudie et observe depuis de nombreuses années, notamment à travers l'angle de la politisation des questions sexuelles et raciales, en France et aux États-Unis. Comme Colette Guillaumin le faisait, il nous invite à nous défier des pièges d'une pensée facile, d'une pensée naturaliste, mais aussi d'une pensée culturaliste. Donc Éric Fassin est un collègue, bien sûr, un professeur d'université, un chercheur, mais aussi un véritable intellectuel, car il répond à deux critères qui viennent s'ajouter aux critères de base, l'excellence d'une formation, d'un parcours académique. Le premier critère, c'est celui de l'implication dans le débat public. L'intellectuel est par définition engagé, comme l'expliquent les historiens des intellectuels au XXe siècle. Et le deuxième critère, c'est cet art de la synthèse, de la montée en généralité, de la transversalité, qui donne toujours aux propos d'Éric Fassin une belle hauteur de vue très salutaire. Karine Fouteau, qui est journaliste, Aurélie Windels, qui est journaliste, et Serge Guichard, qui est militant. Et nous avions écrit à 4 un ouvrage qui s'appelle Roms et riverains, mais avec un sous-titre qui est Une politique municipale de la race. Et ce titre et ce sous-titre, je les avais proposés. Et ça n'allait pas de soi, puisqu'il y avait la race qui venait conclure ce sous-titre. Et ça n'allait pas de soi, y compris pour mes co-auteurs. Et donc c'est un choix, c'était une discussion que nous avions eue et qui avait emporté leurs convictions, heureusement. Mais voilà, je veux prendre ces exemples pour montrer combien ça ne va pas de soi d'avoir le mot race dans le titre. Et comme je te l'annonçais, je voudrais en prendre un exemple tout récent. Un colloque se tenait à l'université de Paris-Est Créteil jeudi et vendredi dernier, intitulé L'intersectionnalité dans les recherches en éducation. Je crois que c'est le titre exact. Et ce colloque, organisé par un ensemble de laboratoires, 8 laboratoires, et en particulier par l'ESPE, donc l'ex-IUFM, ce colloque a suscité une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, comme on dit, c'est-à-dire sur Facebook et sur Twitter, pour les gens qui, comme moi, ne sont pas très sûrs de maîtriser ces choses. Et cette campagne a porté sur plusieurs points.
entre autres sur la présence d'une femme voilée sur l'affiche, sur un dessin à côté d'une femme non voilée noire et d'une femme non voilée blanche. Les trois reprenant la posture célèbre qui est celle de l'affiche We Can Do It, c'est-à-dire de Rosie la riveteuse. J'ai vérifié, c'est bien, parce que je n'étais pas très sûr de riveteuse. Je connaissais en anglais, mais c'est un mot que je n'ai jamais utilisé en français, et surtout pas au féminin. Donc Rosie la riveteuse, c'est 1943, la Deuxième Guerre mondiale, et une affiche de propagande pour encourager l'effort de guerre, mais montrant la force d'une femme, et cette affiche a été maintes fois reprise, détournée, y compris par Beyoncé. Il n'y a pas si longtemps, je dis cela parce que ça élargit le public aussitôt, mais plus récemment par ce colloque. Et ça posait problème non seulement à cause de l'islam, mais à cause du mot race. Beaucoup de gens ont réagi en voyant le programme, parce que l'intersectionnalité, lorsque le terme est expliqué, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas parler simplement de genre, mais qu'on va parler aussi de classe, mais qu'on va parler aussi de race. Les réactions donc étaient assez virulentes, et en particulier, une des attaques récurrentes, y compris à l'initiative d'un parti politique, mais aussi à l'initiative de mouvements laïques. Donc une attaque récurrente, c'était que le mot race serait contraire à la loi. Alors c'est assez surprenant. En fait, je présume que ce que ces commentaires suggéraient, c'est qu'effectivement, certains veulent retirer le mot race du droit français, voire même de la Constitution. C'est un vieux débat, mais qui reste d'actualité. Pourquoi ? Parce que le mot race figure dans la Constitution, dans l'expression sans distinction de race. Autrement dit, pour combattre le racisme. Certaines jugent que maintenir ce mot, c'est continuer de valider l'idée que les races existeraient. Et donc, considèrent que c'est un progrès que de ne plus utiliser le mot race dans le droit. Je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas d'accord, mais considèrent aussi que du coup, le mot devrait être banni des recherches, qu'on n'aurait plus le droit d'utiliser ce concept, qu'on passerait donc du droit, catégorie juridique, aux recherches en sciences humaines et sociales, donc au concept. La conséquence, c'est que beaucoup voulaient interdire ce colloque et qu'il y a eu des pressions sur le rectorat qui ont conduit dans un premier temps à l'annulation du colloque jusqu'à ce que diverses interventions qui ont dû remonter jusqu'à la ministre aient permis d'obtenir une sorte de compromis. Le colloque a pu se tenir même si la formation qui était prévue pour les enseignants a été supprimée et en pratique reportée à fin juin. C'est-à-dire à un moment où il n'y avait plus le colloque. Voilà un exemple pour vous montrer que le fait d'avoir le mot race qui apparaît, là ça n'était même pas dans le titre du colloque, mais simplement dans les intitulés de certaines tables rondes, que la simple présence du mot race, il est vrai, juxtaposé à l'image d'une femme voilée, pouvait susciter des réactions extrêmement virulentes, extrêmement passionnées, avec l'idée que parler de race, c'est raciste. J'en prendrai un deuxième exemple dans l'actualité qui me touche directement aussi. Enfin, pour le colloque de l'UPEC, j'étais intervenu peu de temps auparavant sur ce même thème dans cette même université, dans ce même institut. Et donc je suis intervenu pour l'ouverture de ce colloque. Mais encore plus près, c'est-à-dire dans mon université, Paris 8, vous avez peut-être entendu parler d'une controverse qui a éclaté au moment des mobilisations contre la loi travail, donc il y a un an environ. L'université Paris 8 était parmi les plus mobilisées, en particulier avec des blocages de l'université organisés par certaines et certains, étudiantes et étudiants. Et à l'intérieur de ce mouvement,
une question s'est posée qui était la question raciale, c'est-à-dire est-ce que ce mouvement était un mouvement blanc, c'est-à-dire est-ce que dans une université où beaucoup d'étudiants sont d'origines diverses, pour utiliser un euphémisme que j'essaierai de préciser ensuite, mais est-ce qu'il était possible pour ces voix non blanches de se faire entendre? D'où l'organisation d'événements sous le nom Paroles non blanches d'un groupe non mixte racisé. Et ces événements, qui en pratique, à une petite exception près, étaient ouverts à tout le monde, mais qui étaient organisés par un groupe non mixte racisé, c'est-à-dire par des personnes qui se considéraient comme non blanches, ça a suscité une tempête qui est remontée jusqu'à l'Assemblée nationale, où une question a été posée à la ministre, qui a répondu pour condamner. Et donc, le fait que nos étudiantes et étudiants, une quinzaine probablement, d'une vingtaine d'années, organisaient, à un moment où l'université était bloquée, quelques réunions dans des salles où ils et elles réfléchissaient à ce qui se passe autour du racisme en France aujourd'hui, pour une part entre eux, entre guillemets, eh bien, ça remontait jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'à la ministre. Et vous pouvez encore trouver la vidéo de la réaction de la ministre sur Internet. Je n'entre pas pour l'instant dans la discussion de savoir à quel point c'est bien, pas bien, etc. Je parle pour l'instant simplement de l'écho extraordinaire reçu par de tels événements. Dans les deux cas, ça remonte jusqu'à la ministre. Dans un cas, il s'agit d'activités organisées par des étudiantes. Dans l'autre cas, il s'agit d'un colloque scientifique organisé par des collègues. Mais dans les deux cas, on voit qu'à l'intérieur même de l'université, parler de ces questions déclenche des passions incroyables. Par comparaison, j'en prendrai un exemple, il y a à Paris 8, et je ne vais pas vous parler tout le temps de Paris 8, simplement c'est un des endroits où ces questions se posent de manière très explicite en ce moment pour des raisons qui tiennent à la composition du corps étudiant qui ne ressemble pas au corps enseignant, pour le dire de manière pour l'instant un peu mystérieuse, mais dont vous imaginez un petit peu ce que je veux dire, y compris par ma présence. Eh bien, lorsque on voit tout cela, on se dit que aujourd'hui, ces questions raciales, elles sont omniprésentes et en même temps, elles sont presque indicibles. Mais si on compare avec la question du sexe, c'est très frappant parce qu'à Paris 8, il y a une collective féministe, le terme est féminisé, non mixte. Ça n'a jamais gêné personne. Je n'ai jamais vu personne protester. Il est vrai que la plupart des gens ne le savent pas. Parce que le féminisme ne suscite pas toujours l'intérêt. Mais en tout cas, ça ne remonte pas à la ministre. C'est-à-dire que quand bien même j'objecterais où est le problème, puisqu'on peut avoir une collective féministe non mixte, on me dirait oui, mais le sexe, ça existe vraiment, et la race, ça n'existe pas. Je crois que c'est ça l'enjeu. C'est l'idée que le sexe, ça existerait vraiment, et que la race, ça ne doit surtout pas exister, parce que parler de sexe, c'est qu'on le pense d'une vérité biologique. Lorsque Claude Lévi-Strauss publie Race et Histoire, c'est, comme vous le savez sans doute, sous l'égide de l'UNESCO. C'est dans un contexte où il s'agit de réagir après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après le triomphe, mais aussi la catastrophe, bien sûr, d'un racisme scientifique. Il s'agit de se débarrasser du mot race, de débarrasser le savoir du mot race. C'est ce que fait Lévi-Strauss, puisque son texte s'appelle Race et Histoire, mais il annonce déjà par son premier chapitre ce qui sera une intervention plus tardive, 20 ans plus tard, intitulée Race et Culture. Que fait Lévi-Strauss? Il remplace le mot race par le mot culture. C'est une manière, pour lui, de fonder ce qui s'appellera quelques années plus tard, mais qui ne s'appelle pas encore, y compris chez Lévi-Strauss,
l'anthropologie. À l'époque, pour mémoire, si vous lisez par exemple Les structures élémentaires de la parenté, publié en 1949, et qui joue un rôle important dans la manière de penser de Simone de Beauvoir pour le deuxième sexe, parce qu'à certains égards, l'opposition entre nature et culture, elle va la retravailler à partir de Lévi-Strauss pour penser le deuxième sexe, donc. Donc ce que fait Lévi-Strauss en 1949, il le fait encore en tant que sociologue. C'est seulement quelques années plus tard qu'il pourra revendiquer le titre d'anthropologue et distinguer de la sociologie. Pourquoi ? Parce que, au début du XXe siècle, en France, Durkheim fonde une sociologie qui est une sociologie générale et qui inclut ce que nous appellerions aujourd'hui anthropologie. C'est une sociologie qui l'amène, par exemple, à écrire les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est davantage lue aujourd'hui par des anthropologues que par des sociologues. C'est ce qui l'amène à travailler avec Mauss, et la distinction entre sociologie et anthropologie n'existe pas à ce moment-là pour Durkheim, de même qu'elle aura du mal à exister pour Lévi-Strauss. Pourquoi ? Parce que le mot anthropologie est compromis en France avec le mot race. C'est-à-dire que l'anthropologie du début du XXe siècle est une anthropologie qui s'intéresse à la race. C'est cela que rejette Durkheim, déjà au début du XXe siècle, et bien sûr, c'est de cela que Lévi-Strauss devra se démarquer pour essayer de revendiquer, de réhabiliter le terme d'anthropologie. Il faudra avoir expurgé l'anthropologie du mot race et plus généralement de toute réflexion en termes de race. Donc la refondation de l'anthropologie par Claude Lévi-Strauss passe par l'élimination du mot race. Bien sûr, je vais rapidement, mais ça s'inscrit dans un contexte historique, je l'ai dit, qui est celui de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et ça a un sens à la première personne pour Claude Lévi-Strauss, qui a dû quitter la France et se réfugier en raison de ses origines juives. Donc la question de la race, elle a un sens très immédiat. On sait bien de quoi on parle. Mais en même temps, ce que je voudrais suggérer, c'est que passer de la race à la culture n'avait rien d'inévitable. Et en particulier, il faut bien voir qu'à la même époque, d'autres pensaient autrement, sans pour autant reprendre à leur compte une vision du monde raciste. J'en prendrai un premier exemple célèbre, c'est celui de Césaire. Dans le discours sur le colonialisme, Césaire explique que ce que l'homme blanc ne peut pas pardonner, ce que l'Européen ne peut pas pardonner au nazisme et à Hitler, c'est d'avoir fait à l'homme blanc ce que l'homme blanc faisait dans les colonies. C'est-à-dire que ce que dit Césaire, c'est que c'est la même catégorie de race qui est à l'œuvre dans le nazisme et dans le colonialisme. Or, ce rapprochement, qui était suffisamment évident pour un ensemble de gens, pour qu'au même moment que Lévi-Strauss, Michel Leiris, ethnologue, qui avait écrit en particulier sur l'Afrique, mais aussi écrivain, bien sûr, Michel Leiris avait écrit au même moment que Claude Lévi-Strauss un texte également pour l'UNESCO où il était également question de race, mais dans les mêmes termes que Césaire. C'est-à-dire que pour Michel Leiris, comme pour Aimé Césaire, le mot race, il est utile parce qu'il permet de faire le lien entre le racisme colonial et le racisme nazi. Qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'on va remplacer race par culture ? C'est qu'on ne se donne plus les moyens de penser le racisme colonial. On pense l'intérêt de la culture décolonisée, donc de ces cultures qu'il faudrait protéger, mais on ne pense plus le rapport de domination qui est le rapport colonial. Donc c'est à ce moment-là que se met en place, en France,
l'idée, premièrement, qu'on ne va plus parler de race, parce que ce serait raciste, ce serait renouer avec le racisme nazi, mais que du coup, on ne va plus se donner cet instrument pour penser le racisme colonial. Ce qui fait qu'au même moment toujours, vous avez par exemple Georges Ballandier, qui propose, lui aussi en tant qu'africaniste, une réflexion sur la situation coloniale, c'est-à-dire qui nous invite à penser politiquement la colonisation, et non pas culturellement, mais pour autant, il n'y est jamais question de race. C'est-à-dire qu'il n'est jamais question de ce qu'on peut appeler une politique de la race qui est menée dans le monde colonial, avec des différences bien sûr très importantes avec les politiques de la race menées sous la bannière du nazisme. Et en particulier, il ne s'agit pas de dire que la colonisation était fondée sur l'extermination, même si, parfois, ça a été le cas. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, ce qui se joue autour du mot race, ce n'est pas simplement est-ce qu'on parle de race ou pas, c'est est-ce qu'on réduit la question de la race au nazisme, ou bien est-ce qu'on considère que la question de la race, elle a une application beaucoup plus large et qu'elle permet de penser et le monde colonial et le nazisme. J'espère que ce rappel historique vous suggère déjà des échos pour le présent, parce que c'est précisément cela qui est devenu indicible. Lorsque, dans le colloque que j'évoquais tout à l'heure, des gens réagissent en disant « il faut interdire légalement le mot race », ce qu'ils veulent dire, de même que lorsque on avait ce débat sur les statistiques ethniques, beaucoup s'indignaient en disant « mais vous êtes en train de retourner à Vichy, on aura un fichier juif comme à Vichy ». Ce qui est en jeu, c'est de savoir, est-ce que quand on dit race, on doit penser seulement à une histoire qui est celle du nazisme par rapport aux juifs, c'est-à-dire la Shoah, ou bien est-ce qu'on doit penser, dans une plus grande généralité, des rapports de racialisation qui peuvent fonctionner avec des modalités différentes, dont l'extermination est une possibilité, mais n'est pas la seule, à côté d'autres formes qui peuvent aller jusqu'à, disons, l'exploitation, mais aussi l'esclavage, ou le travail forcé, qui peut être décrit aussi comme une forme d'esclavage. Bref, toute une panoplie de politiques de la race. Vous voyez bien que l'enjeu conceptuel, c'est aussi un enjeu politique. Donc je voudrais, après ce retour historique sur ce moment du début des années 50, qui est bien sûr le moment où se joue déjà la décolonisation. On en a eu dès 1945 des éclats, mais bien sûr c'est dans les années 50, et pas seulement dans le monde francophone, que la question de la décolonisation va se jouer. Donc la question c'est précisément qu'est-ce qu'on fait non seulement du colonialisme, mais qu'est-ce qu'on fait de la décolonisation. Et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui revient en force. Et ça revient en force pas seulement dans le registre militant. Dans le registre militant, on en a eu un exemple éclatant en 2005, avec en début d'année la création et la publicité autour des indigènes de la République, avec un manifeste Nous, les indigènes de la République, qui a été publié dans la presse et qui a été beaucoup discuté, beaucoup attaqué. Mais aussi en fin d'année, en cette même année 2005, la création du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, c'est-à-dire l'invocation de la catégorie noire dans le discours public comme catégorie politique légitime. Contestée, bien sûr, mais revendiquée publiquement jusque dans le nom Conseil représentatif des associations noires. Donc, en 2005, on voit que du côté militant, quelque chose se joue du côté de la race. Et bien sûr,
Après, il y a toute une histoire qui fait que les indigènes de la République vont de plus en plus mettre l'accent sur ce terme qui était presque invisible en 2005 et creuser en quelque sorte ce sillon de la race. Le CRAN va choisir des stratégies un peu différentes, mais entre autres va jouer un rôle très important dans la controverse sur les statistiques dites ethniques ou que j'appellerais raciales et que le CRAN appelait avec un souci consensuel statistique de la diversité, parce que tout le monde est pour la diversité, tout le monde est contre la race, mais tout le monde est pour la diversité. Donc en tout cas, du côté militant, c'est quelque chose qui a été très présent depuis 2005. Et bien sûr, 2005, ce n'est pas un hasard, puisque ce sont les émeutes urbaines de la fin d'année qui vont être beaucoup perçues à travers une grille raciale. Y compris, c'est quelque chose qui sera explicité de manière, à mes yeux, très contestable, par un sociologue, Hugues Lagrange, dans un ouvrage publié en 2010 qui s'appelle « Le déni des cultures », où, bien sûr, il ne parlait pas de race. En France, personne ne parle de race. Il ne parlait pas de race, mais il parlait de culture, en disant qu'il était important de mettre en avant les cultures. Et les cultures auxquelles il s'intéressait, il se trouve que c'était des cultures noires. Et il distinguait entre ces cultures, des cultures qui étaient plutôt celles de la savane et celles qui étaient plutôt celles de la forêt, selon des catégories ethnologiques aujourd'hui fort contestées. Il renvoyait cela à des modèles sexuels, etc. Je ne vais pas vous reprendre toute cette controverse, mais de fait, comme il le disait dans un entretien publié dans la presse quelque temps après la parution de ce livre, en fait, ce qui lui avait inspiré cet ouvrage, c'était le fait d'avoir vu à la télé, pendant les émeutes, qu'il y avait beaucoup de visages noirs. Et que donc, il s'était dit, c'est quand même bizarre, il n'y en a pas tant que ça dans ces quartiers, et pourquoi c'est cela, etc. Bref, la question raciale a été visible, et le terme de minorité visible est tout à fait significatif, parce que ce qu'il dit, c'est que d'un seul coup, ça se voit. Mais évidemment, c'est une métaphore un peu trompeuse, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'avant, ça ne se voyait pas. Autrement dit, que les mêmes dont on a l'impression que leur visage se détache sur le paysage, eh bien, on ne remarquait même pas qu'ils étaient là avant. Donc la question de la visibilité, elle dit plutôt qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on ne regarde pas. À quoi on prête attention et à quoi restons-nous aveugles. Et de fait, la bataille politique qui se joue depuis lors, c'est une bataille que dans cet ouvrage de 2006, je résumais par un titre qui était « Aveugle à la race ou au racisme ». C'est-à-dire, l'expression en anglais, vous savez, c'est « colorblind ». En fait, ça veut dire daltonien, mais ça se traduit plus normalement par aveugle à la couleur. Aveugle à la couleur, c'est un universalisme revendiqué aux États-Unis comme en France, c'est-à-dire je ne veux pas savoir si vous êtes blanc, noir ou autre. Mais color conscious, donc prendre en compte, être conscient de ces différences de couleur, c'est un terme qui est utilisé non pas pour dénoncer le racisme, mais pour décrire une posture qui est aussi une stratégie pour faire en sorte qu'on ne soit pas aveugle en même temps qu'à la race, au racisme, c'est-à-dire en particulier aux discriminations raciales. Donc la bataille politique, c'est entre deux positions, aveugle à la race au nom de l'universalisme, et au contraire, la critique de cette position qui est dénoncée comme un aveuglement au racisme et aux discriminations raciales, parce qu'on ne se donne pas les mots pour penser ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez, on retrouve cette question héritée de Lévi-Strauss, on en parle ou on n'en parle pas? Et si on en parle, est-ce qu'on est en train de renforcer ces catégories et donc de faire le jeu des racistes? Ou bien, est-ce qu'à l'inverse, lorsqu'on n'en parle pas, on est en train de laisser se faire la discrimination raciale au quotidien, y compris lorsqu'elle est pratiquée par l'État? Et cette discrimination raciale, est-ce qu'on n'est pas en train de la laisser se faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser se creuser une racialisation de la société? Donc la bataille, ce n'est pas entre des racistes et des antiracistes, c'est entre deux conceptions de l'antiracisme. Si on regarde justement du côté de l'histoire de l'antiracisme, et après je reviendrai au monde universitaire, mais pour l'instant je reste du côté militant.
l'antiracisme en France, tel qu'il s'est renouvelé dans les années 1980, c'était en réaction contre le Front National. Beaucoup ont reproché, à l'instar de Pierre-André Taguieff et d'Alain Finkielkraut à l'époque, beaucoup ont reproché à SOS Racisme d'avoir, en quelque sorte, encouragé la différence. Vive la différence était censé être l'idéologie qui résumerait les premiers pas de SOS Racisme. Depuis, très clairement, ça n'est plus le cas. Mais à l'époque, c'était ça le reproche qui était fait à SOS Racisme. Or, que disait, à juste titre, je crois, et il est rare que je sois d'accord avec et Taguieff et Finkielkraut, donc c'est pour ça que je tiens à le souligner, même avec l'un ou l'autre des deux d'ailleurs, je crois qu'il soulignait à juste titre que le racisme qui revenait en force dans les années 80 avec la montée du Front National était précisément un racisme différentialiste. C'est-à-dire un racisme qui disait « j'ai rien contre les Noirs et les Arabes, simplement c'est des cultures différentes et chacun est bien chez soi ». Donc ça n'était pas un racisme qui parlait de race, c'était un racisme qui parlait de culture, et c'était un racisme qui disait « la différence c'est formidable et d'ailleurs je veux préserver ma différence ». Donc la critique qui était portée contre l'argument « vive la différence » avait une certaine force, puisqu'elle disait le piège qu'il y avait à reproduire le discours de l'adversaire au moment même où celui-ci avait changé de stratégie rhétorique, de discours. Ce que on peut dire donc, c'est qu'effectivement, à partir de là, SOS Racisme va à l'inverse. Et pas seulement SOS Racisme, mais l'antiracisme en général va dire, effectivement, ne parlons pas de différence, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, autrement dit, il y a le racisme, mais en dessous, finalement, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos origines. C'est l'universalisme revendiqué par beaucoup, en particulier autour du terme république. La république universaliste ne connaîtrait pas de différence entre les citoyens. Comme vous le savez, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais même si on prend au pied de la lettre cet argument, en prenant au pied de la lettre cet argument, c'est-à-dire l'aveuglement à la couleur, l'universalisme républicain, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ça va être le modèle dominant pour l'antiracisme pendant très longtemps. Mais ça va être contesté d'abord parce qu'à partir des années 90, on va se mettre à parler plus simplement de racisme, mais de discrimination raciale. Certains disent discrimination raciste. Je ne veux pas prendre trop de temps, donc je ne vous explique pas pourquoi je dis discrimination raciale. Mais je pourrais le faire dans la conversation si vous le souhaitez. Quand on commence à parler de discrimination raciale, eh bien, ça veut dire qu'on est en train de dépasser l'idée que le seul problème, ce seraient les racistes. Vous savez, ces gens qui adhèrent à une idéologie raciste, voire à un parti raciste. Eh bien, quand on commence à parler de discrimination raciale, on se rend compte que si avec ça, les choses n'iraient pas si mal. Le problème, c'est qu'il y a des tas de gens sympas, nous par exemple, qui participent d'une organisation sociale qui contribue à une hiérarchisation racialisée de la société. Je prenais un exemple de gens éminemment sympas, les profs de Paris 8. J'appartiens à ce corps enseignant. Eh bien, le fait est que, comme je le suggérais tout à l'heure, en gros, nous sommes blancs. Ça ne veut pas dire que nous sommes racistes, mais ça veut quand même dire qu'il y a bien des mécanismes qui font que, à la fin des fins, on se retrouve, et c'est très visible quand l'écart est plus grand entre les étudiantes et les étudiants d'une part et les profs d'autre part, eh bien on se retrouve avec une sorte de barrière de couleur. Donc nous sommes très sympas, mais ça ne change rien. Nous sommes probablement presque toutes ou tous antiracistes. Mais qu'est-ce que ça change?
C'est-à-dire qu'on ne se place plus seulement du côté de l'idéologie, mais du côté des mécanismes sociaux, et on ne se place plus seulement du côté des intentions, mais du résultat. À certains égards, le monde universitaire, qui est grosso modo antiraciste, arrive à être grosso modo blanc. Ça nous oblige à réfléchir à comment ça marche. Et vous voyez bien qu'on n'est plus seulement dans la question telle qu'elle était posée dans les années 80. Il ne s'agit plus seulement de dire, au fond, peu importe, parce que manifestement, ça importe. Ça importe au sens où ça a des conséquences. Mais ça soulève une question qui est, et en dessous, gratter le racisme, gratter les discriminations raciales, et en dessous, est-ce qu'on est tous les mêmes? Ben oui, mais est-ce qu'on peut aller voir en dessous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire abstraction de ça? Bien sûr qu'on peut faire abstraction du racisme. En gros, on peut imaginer une société sans Front National. Mais c'est un peu plus compliqué si on se dit, on imagine une société où il n'y aurait pas de discrimination raciale, peut-être. Enfin, pour l'instant, il se trouve qu'une partie d'entre nous connaissent quotidiennement une expérience de discrimination raciale et que quand je prends le métro, je ne m'attends pas à être contrôlé. Ça dit quelque chose qui veut dire que, probablement, je n'ai pas exactement la même chose dans la tête que la personne qui s'attend à être contrôlée. C'est-à-dire, ça construit des sujets un peu différents. Ma subjectivation se construit différemment en fonction d'expériences qui sont inscrites dans une réalité qui est la racialisation de la société dans laquelle nous vivons. On en a vu, je vais prendre un exemple à contrario, on en a vu une illustration, encore une fois, à contrario, au moment des violences policières contre des manifestants qui étaient souvent blancs au printemps 2016. Beaucoup de parents de classe moyenne se sont rendus compte qu'ils commençaient à s'inquiéter pour savoir si leurs enfants allaient rentrer le soir en bon état après ce qui s'était passé. Et bien d'un seul coup, ils se sont rendus compte, pour beaucoup d'entre eux, que c'était une expérience commune, ordinaire, pour un certain nombre de gens en France. Le point de départ des émeutes de 2005, c'était l'histoire de Ziad et Bouna, c'est-à-dire deux gamins qui rentrent du foot et qui ne rentrent pas. Et cette expérience, elle n'est pas exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez. C'est l'histoire de Adama Traoré qui, le jour de son anniversaire, est en train de faire du vélo et parce qu'on veut arrêter son frère, eh bien, il va mourir le jour même à la gendarmerie. Voilà. Ça, c'est une expérience, comme vous le savez, qui n'est pas rare. Donc ça veut dire que, d'un côté, on n'a pas tous la même expérience, c'est-à-dire que, à vrai dire, je ne m'attends pas à ce que ça m'arrive ou à ce que ça arrive à mes enfants, ou etc. En même temps, le moment où on se rend compte que ça peut arriver, par exemple dans le contexte des manifestations, eh bien, ça oblige à réfléchir au fait qu'on n'a pas tous la même vie, mais que c'est lié non pas simplement à ce qu'on est par nos cultures, mais par le fait qu'on est traité différemment. Et ça nous amène aussi à penser autre chose, puisque les exemples que j'ai pris, ils ont à voir avec la police, donc ils ont à voir avec l'État. Et ça, c'est quelque chose dont on parle plus depuis une dizaine d'années. C'est plus seulement les idéologies racistes et les partis racistes, etc. C'est plus seulement les discriminations raciales au quotidien, c'est-à-dire la société, mais c'est aussi les politiques émanant de l'État. Il se trouve, par exemple, que nous avons eu un certain nombre de personnalités politiques, y compris Brice Hortefeux, y compris Manuel Valls, qui ont été poursuivis en justice pour incitation à la discrimination raciale et pour incitation à la haine raciale. Ça dit quelque chose. Et en particulier, pour prendre l'exemple de Manuel Valls, même si j'ai un peu moins de plaisir à le faire depuis que son avenir paraît moins lumineux, capable de s'en prendre à quelqu'un qui est au pouvoir qu'à quelqu'un dont on espère qu'il ne le sera plus. Mais pour rester sur l'exemple de Manuel Valls, il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que
lorsqu'il a été poursuivi en justice à 2 reprises, d'abord par le MRAP, puis par la Voix des Roms, pour ses propos concernant la vocation des Roms, dont la culture serait incompatible avec la nôtre et forcément en confrontation avec la nôtre. Lorsqu'il a été poursuivi pour ces propos, eh bien, Manuel Valls n'a jamais été véritablement jugé, d'abord parce qu'il est passé devant la Cour de justice de la République, qui a considéré qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, et que donc on ne peut pas le poursuivre, et ensuite devant un tribunal normal qui disait que le cadre de ses fonctions, et où la défense était à nouveau, non, c'est en tant que ministre qu'il parlait, il disait la politique de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que ces propos, qui seraient condamnables devant un tribunal s'ils étaient tenus par vous ou moi, eh bien, s'ils sont censés refléter la politique de la France, ils ne sont plus condamnables. Autrement dit, ça nous dit quelque chose sur le rôle de l'État. Et ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, puisque c'est invoqué par un Premier ministre en exercice devant la justice pour ne pas être poursuivi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la défense qu'a soulevée la France contre les plaignants qui avaient d'abord obtenu gain de cause, puisque l'État a été condamné pour faute lourde en matière de discrimination au faciès, de contrôle au faciès et donc de discrimination raciale. Mediapart avait révélé, de manière tout à fait intéressante, un document qui montrait la justification qui était donnée par l'État lui-même, qui était, quand même, si on veut arrêter des étrangers, il faut bien arrêter des gens qui aient une apparence étrangère. Et ça, c'est quelque chose que des gens comme moi et d'autres, bien sûr, disaient depuis longtemps, mais dont on ne pensait pas que l'État l'avouerait. C'est-à-dire qu'on disait, oui, si on demande à la police d'arrêter des étrangers sans papier, elle va arrêter des gens qui ont une tête d'étrangers sans papier. Et une tête d'étranger sans papier, non seulement ça ressemble à une tête d'étranger qui a des papiers, mais ça ressemble aussi à la tête de certains Français. Autrement dit, on voit bien là le rôle de l'État dans la racialisation de la société, et on peut toujours se dire que ça ne décrit pas la totalité de l'action de l'État. C'est vrai. Par exemple, le défenseur des droits aujourd'hui proteste vigoureusement contre ces pratiques. Donc ça n'est pas la totalité de l'État. Mais en revanche, ça a une incidence sur les personnes, sur la manière dont elles vont se construire, sur leur expérience. Pour reprendre l'exemple du défenseur des droits, l'enquête récemment publiée à son initiative montre que d'un côté, la population en général trouve qu'il n'y a pas de problème avec la police, mais qu'une partie de la population, elle est constamment contrôlée, constamment rudoyée, constamment insultée, etc., etc. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même expérience, nous n'avons pas la même vie face à la police. Donc, pour une bonne partie d'entre nous, voir des policiers, c'est se sentir protégé. Pour une autre partie d'entre nous, voir des policiers, c'est se sentir menacé. Ça finit par créer une différence d'expérience, une différence de subjectivité, d'identité, et l'État joue un rôle important dans cette affaire. Vous voyez qu'on est très loin de la question simplement des années 80 qui était « il y a des idéologues racistes ». Aujourd'hui, et c'est bien une des raisons pour lesquelles le Front National se porte plutôt bien, malgré quelques dissensions internes, c'est que les questions dont parle le Front National, elles ont une réalité, non pas qu'il y aurait des gens à problème, mais qu'il y a cette obsession raciale dans la France aujourd'hui. Alors ça m'amène, je surveille ma montre, ça m'amène à revenir au monde universitaire. Parce que, à mon sens, si aujourd'hui il y a des travaux qui utilisent le mot race en France, c'est parce qu'il se passe quelque chose que je viens d'essayer de décrire dans la société française. Donc, pourquoi faut-il parler de race ? Parce que ça se passe. Parce qu'il y a des discriminations raciales, mais aussi parce qu'il y a une politique de racialisation qui est menée en France aujourd'hui. Alors, il y a une première chose qui est le rôle de l'État. Beaucoup, par exemple, parmi les militants de ce qu'on appelle
aujourd'hui souvent anti-racisme politique, c'est-à-dire ceux qui, entre autres, veulent parler du rôle de la politique dans la production du racisme, et qui souvent appartiennent aux minorités racisées. Je vais peut-être d'ailleurs faire une brève digression de vocabulaire pour expliciter mon usage. J'utilise racialisation pour ces mécanismes qui affectent la société tout entière. Et puisqu'elle affecte, ces mécanismes, puisqu'ils affectent la société tout entière, ça veut dire que la racialisation, ça touche tout le monde. Pour le dire très crûment, ça ne touche pas seulement les Noirs et les Arabes, ça touche aussi les Blancs. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant d'indignation lorsqu'on parle de ces questions. C'est qu'à la limite, on veut bien parler des Noirs et des Arabes, mais on ne veut pas parler des Blancs. Parce que si on veut parler des Blancs, ça veut dire que les personnes qui pouvaient se dire « je suis en dehors de tout ça », puisque je suis du côté de l'universel, puisque je suis aveugle à la race, puisque pour moi ces questions-là ne comptent pas, eh bien, en fait, le simple fait qu'on n'ait pas la même chance ou le même risque d'être contrôlé par la police ou dans le métro, eh bien, ça veut dire que ça constitue une population qu'on peut appeler blanche. C'est ceux qui ne seront pas contrôlés, en gros, statistiquement. Ou en tout cas ceux qui s'attendent à ne pas l'être, ou qui, s'ils le sont, se disent pas c'est en raison de ma tête. Alors que les non-blancs, ou les racisés, eh bien c'est ceux qui se disent je me demande quand même si ce qui m'arrive n'est pas lié à ma couleur de peau, ou à mon patronyme, ou etc. etc. C'est ça la différence. On ne peut pas être sûr, c'est souvent compliqué, souvent c'est mélangé, il peut y avoir plusieurs logiques, etc. Mais statistiquement, en gros, les paranoïaques ont raison d'être paranoïaques. C'est-à-dire que ceux qui se disent « c'est pas un hasard que ça me tombe toujours dessus », eh bien ils ont raison. C'est un peu comme si vous jouez à la roulette et que ça tombe tout le temps sur les numéros pairs, vous allez vous demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche avec cette roulette. À la roulette raciale, en France, ça tombe toujours sur les mêmes numéros. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, aujourd'hui, est fondamental pour comprendre ce qui se passe. Donc, la racialisation, c'est tout le monde. On est tous pris là-dedans. Donc, les Blancs aussi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, dans ma propre présentation, d'évoquer ma propre position dans tout cela. Parce que sinon, on pourrait avoir l'impression que je parle des autres. De ceux qui peut-être ne seront pas là ce soir, mais en tout cas ne sont pas là ici. Non, en fait, quand je parle de ces questions-là, je parle de moi aussi. Je suis pris dedans. J'aimerais bien ne pas être pris là-dedans. Je n'aspirais pas à devenir blanc. Mais il se trouve que quand je vis dans une société où certains sont condamnés à être noirs, sont condamnés à être arabes, non pas par leur couleur de peau, mais par la manière dont ils sont traités, eh bien ça veut dire que d'autres, non. Et c'est ceux-là qu'on va appeler des blancs. La racialisation, c'est tout le monde, mais les racisés, en revanche, c'est ceux qui subissent ce racisme. Donc je fais la distinction entre racialisation et racisation. La racisation, c'est ce qui frappe ceux qui se retrouvent du mauvais côté des rapports de domination raciale. Alors je reviens à cette question d'un point de vue académique, d'un point de vue universitaire. Pourquoi aujourd'hui un certain nombre de gens, dont je fais partie, trouvent-elles nécessaire d'utiliser le mot et de conduire des recherches dans ce domaine, y compris en matière d'intersectionnalité, c'est-à-dire en croisant différentes logiques de domination. Et après, ça mène à des débats infinis sur qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche, etc. Mais en tout cas, qui considèrent qu'on ne peut plus parler de la domination en faisant abstraction de ces questions. C'est donc pour des raisons historiques qui, je crois, que je viens d'essayer de rappeler, mais j'en ajouterai une dont je n'ai pas parlé du tout pour l'instant, et dont l'enjeu politique est certain, mais aussi dont l'enjeu théorique, à mon sens, est considérable. C'est tout ce qui se joue autour de l'islam. Quand je parle, en gros, avec des exemples privilégiés qui seraient les noirs et les blancs,
on peut avoir l'impression que quand on parle de race, on parle uniquement de couleur. Or, en fait, c'est quoi la race? Donc, je n'ai pas encore donné de définition, mais on y arrive. La race, eh bien, c'est un mécanisme de naturalisation des différences. Là, ça nous rapproche de Colette Guillaumin, c'est-à-dire de ce qui est pensé à la fois pour le sexe et pour la race. Et cette naturalisation, elle a une fonction qui est de hiérarchiser. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire il y a des gens différents, mais évidemment, c'est de leur assigner des places inégales. Mais je reformulerai de manière plus personnelle, je crois, la définition que je viens de proposer et qui est héritée de toutes sortes de travaux, dont ceux de Colette Guillaumin. Je redoublerai par une autre définition qui m'est propre, qui est que la race, c'est ce qui justifie de traiter des êtres humains de manière inhumaine, sans pour autant se sentir soi-même inhumain. L'avantage de cette définition, à mes yeux, c'est que vous voyez, ça ne prête pas à confusion, j'espère, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir la tête des gens dont on est en train de parler. On n'a pas besoin de savoir si ça se voit ou pas. Ce qu'on constate, c'est que tout le monde n'est pas traité pareil. Et en particulier, pourquoi il faut naturaliser ces différences? Parce que, normalement, on doit traiter les gens de manière humaine. Donc si on les traite de manière inhumaine, il doit bien y avoir une raison. C'est qu'on n'est pas de même nature. Sinon, et vous voyez l'écho de Montesquieu derrière tout ça, sinon, on les traiterait bien. Alors à l'époque de Montesquieu, on disait parce qu'on est chrétien. Aujourd'hui, on dirait parce qu'on est républicain. C'est la même logique. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas traiter les gens comme ça. Si on les traite comme ça, il doit y avoir une bonne raison. C'est ça la race. C'est ce qui légitime de traiter de manière inhumaine des êtres humains sans pour autant, et cette dernière partie est très importante, sans pour autant se sentir inhumain soi-même. C'est une définition que pour ma part j'avais utilisée à propos du traitement des Roms en France, qui me paraît un exemple éclatant d'inhumanité qui n'empêche pas eh bien, de se sentir très humain, jusqu'à l'ancien Premier ministre. Donc, quel est le rapport avec la religion? Eh bien, ou avec l'islam en particulier? Eh bien, je crois que c'est justement l'enjeu, c'est on n'est pas en train de regarder la couleur de peau, on n'est pas en train de regarder l'apparence, on est en train de regarder la manière dont les gens sont traités. C'est ça, la racialisation. La racialisation, elle n'est pas inscrite dans le corps des gens au départ. Elle finit par être inscrite dans le corps des gens. C'est la conséquence et non pas la cause. C'est pas parce que les juifs ont des têtes de juifs qu'ils sont victimes d'antisémitisme. C'est parce qu'il y a de l'antisémitisme qu'on commence à chercher qui a une tête de juif. Et qu'il va y avoir tout un travail pour identifier en disant, et vous le savez, il y a toute une tradition, nazie en particulier, d'identification. Parce que ça ne se voit pas forcément. Donc la race, ce n'est pas inscrit dans le corps. Au contraire, on va la chercher dans le corps. On va vouloir la trouver dans le corps en se disant il y a une vraie différence naturelle entre eux et nous. C'est pour ça que, et bien entendu, si je prends la comparaison avec l'antisémitisme, c'est parce que l'antisémitisme aussi, ça part d'une question de religion. Et avec l'histoire de l'antisémitisme, on sait bien qu'une religion, ça peut devenir une race. Au sens où je l'ai dit, hein. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aurait une race juive ou je ne sais quoi. Simplement, une race, c'est-à-dire un groupe qu'on va traiter de manière inhumaine, etc., etc. Alors vous me direz, oui, mais justement, c'est parce qu'on sort de la religion. Bah oui, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est dans l'ambiguïté entre un registre religieux et un registre racial. Lorsque, par exemple, le président Sarkozy, c'est-à-dire à l'époque où il était président, parlait d'un Français d'apparence musulmane, eh bien, il disait la logique de racialisation de l'islam aujourd'hui en France. C'est-à-dire l'idée que c'est marqué sur leur corps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça passe par la subjectivité des gens aussi, tout ça.
Donc ça n'est pas forcément entièrement faux. Et d'ailleurs, ça peut se traduire par des signes qui peuvent aller de la barbe au voile ou à autre, c'est-à-dire des manières de reprendre dans son corps cette différence à laquelle on est assigné. Mais ça, ce n'est pas propre à un groupe ou à un autre, c'est quelque chose qu'on retrouve, y compris dans les minorités sexuelles, y compris dans tous les groupes, c'est-à-dire que, à bien des égards, quand Sartre dit que c'est l'antisémite qui fait le juif, eh bien, il faut prendre ça aussi au sens fort, c'est-à-dire que le juif finit par exister, c'est-à-dire y compris en revendiquant des différences, etc. Et c'est pareil pour toutes les catégories minoritaires. Toutes les catégories minoritaires finissent par exister. D'où d'ailleurs l'inquiétude de certains à l'idée que si on commence à ne plus être homophobe, peut-être que les homosexuels, finalement, ne seront pas si différents des autres et que ce sera un peu ennuyeux, par exemple. Bon. Ça, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que si on efface les principes de discrimination, on n'est pas très sûr qu'après, ça donne des gens si différents que ça. Et c'est pour ça... Je peux prendre encore 5 minutes ? Ça va ? C'est pour ça que un des enjeux des études raciales, c'est de dénaturaliser. Dénaturaliser, ça veut dire ne pas se laisser piéger par le mot race, ne pas finir par croire que ça existe vraiment, mais croire que ça existe comme des constructions sociales qui ont des effets réels. Colette Guillaumin disait « ça n'existe pas, mais ça tue ». Donc ça a des effets bien réels. Mais dénaturaliser, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir des stratégies pour penser ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir un vocabulaire. Quand on dit blanc et non blanc, on sent bien qu'on n'est pas juste en train de décrire une apparence. On est en train de décrire une logique. Quand on dit racisé, la plupart des gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, tant mieux. Non pas qu'ils ne le sachent pas, mais que ce ne soit pas évident, parce que ça oblige à réfléchir qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça. Et je prendrai un exemple qui est important dans les études sur les questions de race. Les études sur ce qu'on appelle en anglais whiteness, c'est-à-dire la blanchité. Pourquoi c'est important ? Déjà, parce qu'on a un peu hésité en français sur la traduction. On va dire comment ? On va dire blanchité, ou on va dire blanchitude, ou on va dire... Bon. Donc le terme blanchité s'est imposé, et ça a du sens, puisque c'est un peu comme francité, si vous voulez, pour prendre une comparaison grammaticale. Enfin, plutôt lexicale. Si on prend donc ce terme de blanchité, il est intéressant parce qu'on ne dit pas les blancs, on dit la blanchité. Autrement dit, on est en train de parler d'une propriété et non pas d'un groupe social. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important pour rompre avec l'effet de réification, de naturalisation, qui fait que si je dis les Noirs, on se représente un groupe qui serait les Noirs. Si je dis les Arabes, ou si je dis les Maghrébins, on se représente un groupe. Donc il faut essayer de trouver des stratégies pour ne pas en faire une substance, en même temps qu'il y a un substantif. C'est pour ça que, par exemple, pour ma part, je crois que je n'utilise à peu près jamais l'expression « les Noirs ». Je parle de la question noire, c'est-à-dire l'enjeu autour de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des populations noires. Bien sûr qu'il y a des populations noires. Mais c'est une chose d'utiliser le mot comme adjectif, c'en est une autre de l'utiliser comme substantif. En général, je préfère utiliser les adjectifs dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que je n'utiliserai jamais le mot « un blanc » ou « un noir » ou « un arabe » ou etc. Je viens de le faire. Mais ça veut dire que je pense qu'il est plus utile d'utiliser comme adjectif pour déjouer un peu ce piège de la réification. Mais quand on dit blanchité, ce n'est pas simplement que ce n'est pas les blancs, mais c'est aussi qu'un des points très importants dans ce champ d'études, c'est que ça n'est pas considéré comme une propriété inscrite dans la nature des choses. En particulier, il y a un titre célèbre, parce qu'il résume de manière un peu humoristique la logique de ces études, c'est comment les Irlandais sont devenus blancs. L'intérêt de ce titre, c'est qu'il nous aide à rompre avec l'évidence de deux manières. D'une part, on a l'impression que quand même les Irlandais sont blancs, regardez la tête qu'ils ont. Autrement dit, on a l'impression que c'est marqué sur le visage, que c'est le corps qui parle. Donc ça nous rappelle que ça n'est pas le cas. Mais ça nous rappelle que les choses peuvent changer. C'est ce que Papendiaï évoquait dans son ouvrage lorsqu'il parlait du fait qu'au XVIIIe siècle, les Suédois n'étaient pas blonds. Donc aujourd'hui, quand on entend ça, on a envie de rigoler. C'est-à-dire,
parce qu'on se représente bien sûr des Suédois au sens ethnique, et on se dit, oh, quand même, si eux ils ne sont pas blancs, alors moi j'ai aucune chance. Ce qui veut dire qu'on a tendance à raisonner en des termes qui réifient la couleur. On a tendance à y croire constamment. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, on appartient à une catégorie telle qu'elle est construite aujourd'hui. Donc, par exemple, si on prend les Arabes, ou on va dire les Arabes, aux États-Unis, les Arabes étaient blancs avant le 11 septembre. Après le 11 septembre, pas trop. C'est-à-dire qu'ils basculaient. Avant, ils étaient un peu comme les Irlandais ou les Grecs ou je ne sais pas quoi, ou les Juifs, ou etc. Tout ça, c'était ces catégories plutôt sympas, ethniques. Il y a clairement une racialisation qui se marque entre autres dans les contrôles aux frontières, mais pas seulement. Et dans tous les ennuis, et dans les attaques racistes, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on peut devenir blanc, mais on peut cesser de l'être. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque vous entendez aux États-Unis régulièrement une inquiétude sur le fait que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, la moitié de la population ne sera plus blanche, ça ne veut rien dire, parce que ça sous-entend que la catégorie blanc serait une catégorie qui serait définie une fois pour toutes. Or, en fait, dans 30, 40 ans, 50 ans, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne mettra pas les mêmes gens dans les mêmes sacs. Parce qu'on ne mettait pas les mêmes gens dans les mêmes sacs il y a 50 ans. Donc, ce n'est pas en regardant la tête des gens qu'on va savoir dans 50 ans dans quelle catégorie ils seront, puisque les catégories auront changé. Donc, ce qu'on appelle blanc aura changé, ce qu'on appelle non blanc aura changé. Donc, il est impossible de répondre à cette question, sauf si on suppose que ce sont des groupes et des catégories éternelles. Autrement dit, naturelles. Et c'est pour ça que parler de blanchité est intéressant, c'est que ça nous oblige à rompre avec notre sens commun. Alors je vais terminer maintenant pour respecter l'horaire. Vous avez vu, je pense, que je ne prétends pas à la neutralité. Beaucoup de gens seraient prêts à critiquer une telle posture en considérant qu'elle est en rupture avec un principe sacré du savoir sociologique qu'on attribue volontiers à Max Weber, qui serait la neutralité axiologique. Premièrement, il est intéressant de savoir que neutralité axiologique n'est pas un terme de Weber. C'est une traduction française qui n'a rien à voir avec l'original, puisqu'en allemand c'est Wertfreiheit, c'est-à-dire libre par rapport aux valeurs. Deuxièmement, il est intéressant de savoir que quand Weber dit ça, il parle de la pédagogie, c'est-à-dire en gros on n'est pas là pour endoctriner ses élèves, mais il ne parle pas de la recherche. Troisièmement, il est intéressant de savoir que l'épistémologie de Max Weber est le contraire de ce qu'on nous dit, puisque Max Weber dit dans un de ses essais sur la science que il entendait quelqu'un dire non, je veux bien qu'un socialiste se retrouve avec une chaire de droit, mais quand même pas un anarchiste. Parce que l'anarchiste, il ne croit pas au droit. Et Max Weber disait, je ne suis pas d'accord, puisque l'anarchiste, à condition que ce soit un bon juriste, eh bien, il a un point de vue sur le droit parce qu'il n'y croit pas, qui lui donne un levier, et ce levier lui permet de comprendre des choses sur le droit. Autrement dit, le point de vue, ça compte. Ça veut dire que Max Weber était féministe sans le savoir, puisque c'est l'épistémologie du point de vue qui est revendiquée par l'épistémologie féministe. C'est-à-dire que, au lieu de se dire « je suis désolé, j'ai un biais », on dit « je vais vous expliciter mon point de vue et ma perspective ». Et c'est ça qui fait que je vois certaines choses et que, bien sûr, il y en a d'autres que je ne vois pas. Donc, premièrement, pour l'épistémologie des sciences sociales, il n'y a pas de problème à ne pas être neutre, mais l'important, c'est de l'objectiver. Et j'ai essayé de l'expliciter déjà dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire, y compris, pas simplement de vous dire mes partis pris, mais aussi de vous dire les conditions historiques qui font qu'on se pose certaines questions à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'on ait forcément raison, mais ça veut dire que dans l'affrontement qui existe aujourd'hui dans les sciences sociales autour de ces questions, il est important de comprendre d'où ça vient. Et d'où ça vient, on peut le comprendre quand on fait une histoire sociale de ces questions. Mais deuxièmement, ça me ramène, et je termine là-dessus, au point de vue féministe,
qui est aussi le mien, même si ça n'a pas été du tout l'objet de mon intervention aujourd'hui. Mais le point de vue féministe, c'est que quand on entend neutralité, déjà, il y a un problème. Puisque précisément, l'injonction à la neutralité, d'un point de vue de genre, ça fait réfléchir. C'est-à-dire, c'est l'effacement, précisément, du genre. Et je crois que ça veut dire plus largement l'effacement des rapports de pouvoir. Et l'effacement des rapports de pouvoir dans le savoir aussi. Parce que, bien entendu, la manière dont on décrit le monde, c'est pas neutre. Est-ce qu'on va parler de race ? On va se battre entre celles et ceux qui disent surtout pas et celles et ceux qui disent ce serait une bonne chose. Mais on peut dire ça pour tous les termes. Comme vous l'avez remarqué, en sciences sociales, il y a des tas de gens qui ont renoncé à parler de classe. C'est aussi un choix politique. Mais remettre de la classe aussi. Ne pas parler de genre, c'est un choix politique au même titre que parler de genre, etc. C'est-à-dire que la politique, elle n'est pas extérieure au savoir. Ce n'est pas simplement qu'on a des visions du monde politique et après on met tout ça entre parenthèses parce qu'on fait de la science, quitte à remettre un peu de politique après au moment de restituer ses résultats. En gros, il y aurait ce passage à vide, sans politique, qui serait le travail scientifique. Avant, on serait politique, après, on serait politique, mais on ne le serait pas pendant. Non. En fait, les questions qu'on se pose, les vocabulaires qu'on utilise, les outils qu'on utilise, eh bien, ils sont pris dans des visions du monde et donc ils engagent une politique. C'est pour ça qu'il est important de parler des mots et c'est pour ça qu'en l'occurrence, je pense qu'il est utile de parler du mot race, c'est-à-dire de l'enjeu politique et scientifique autour du mot race. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord avec moi, mais qu'on peut construire ça comme un enjeu, et un enjeu qui n'est pas extérieur à la science, mais qui est intérieur à la science. Et il est intérieur à la science, ça ne veut pas dire qu'il soit neutre, ça veut dire au contraire que la science est traversée par des enjeux politiques. Elle a une autonomie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement la caisse de résonance de tel ou tel parti ou de tel ou tel groupe militant, etc. Mais elle n'est pas en dehors du monde. Les sciences sociales sont sociales. Je vous remercie.